Monsieur le Président, mon général, chers collègues, mesdames, messieurs, cher Alexandre, merci beaucoup de cette invitation au CHPN pour parler d'un sujet que, vu ma deuxième casquette d'officier d'état-major de la réserve navale italienne, me fait faire un double saut en arrière dans le temps. Pourquoi deux sauts? Parce que je pense, concernant le premier saut, à la réaction dans l'Académie navale italienne à Livourne, il y a une vingtaine d'années, quand on discutait lors d'une leçon sur l'état de la flotte italienne dans la Deuxième Guerre mondiale du 11 novembre 1940, avec plusieurs doutes sur les vraies failles de la défense de la base navale de Tarente. Et le deuxième saut dans l'OTAN, il y a 6 ans, au Naval Military Club de Londres, devant la réaction de joie et orgueil que cette date suscitait parmi les officiers de marine britannique lors d'un colloque sur l'aviation de marine. Joie et orgueil britannique qui pouvait être dépassé seulement par la joie et l'orgueil suscités par le 21 octobre, Trafalgar. Comme vous l'imaginez, dans l'Académie navale britannique à Dartmouth, on fête le 11 novembre dans une façon très goliardique, si je peux me permettre. C'est la Taranto Night. Et goliardique, c'est un euphémisme, c'est plutôt du sarcasme. Et c'est très méchant. Moi, j'ai des amis qui étaient attachés militaires et navals italiens à Londres, ils étaient invités. Et la Taranto Night, c'est l'occasion pour parler de la Operation Judgment, opération jugement, du 11 novembre, la nuit du 11 du 12. Et c'est un véritable hymne à l'aviation de marine anglaise et ce formidable succès. Le problème, c'est que les Italiens sont un peu, comment dire, décrits comme des fanfarons, des fantoches, et je peux continuer. C'est vraiment un aspect très comique qui souligne avec des marins qui sont ivrognes, avec des filles autour d'elles. Tous les stéréotypes sont là, la pizza, la petite guitare. Et c'est bien de s'amuser parce que c'est une opération qui a eu beaucoup de succès. Il y a le fameux sketch où il y a un Italien ivre avec une femme semi-nue. Ce sont tous des hommes, hein. Ce sont des cadets qui sont habillés comme des Italiens typiques, avec la peau foncée, des moustaches comme moi. Et à un certain moment, il y a quelqu'un qui crie « Tu entends quelque chose? Est-ce que tu entends quelque chose ?»« On n'entend rien !» Parce qu'à l'époque, on n'avait pas des radars qui fonctionnaient à 100%. Il y avait des machines qui étaient en train d'être testées, on en parlera dans quelques secondes. Et ils avaient des choses que je n'arrive pas à les traduire en français, mais ça compte des grands écouteurs. C'est pour ça, je le nomme en anglais, plus tard on va en parler. Mais ils ne marchent pas très bien, parce qu'ils n'ont pas détecté les deux escadrilles, les deux vagues d'attaque de Swordfish. En ayant dit ça, il faut spécifier une chose, et je me rattache à ce qu'Alexandre a dit sur Dewey. Les Italiens inventent toujours plusieurs choses, sans aller au rebours jusqu'à Leonardo da Vinci. Des armes révolutionnaires, des inventions technologiques de haut niveau, mais soit n'ont pas l'argent pour les breveter, soit ils sont en retard pour les breveter, ou ils n'ont pas l'argent, le budget pour les construire. Et je pense au cas de Meucci, qui avait inventé le téléphone aux États-Unis. Mais Bell est arrivé avant lui à le breveter. C'est pour ça que maintenant, les Américains viennent dire Meucci, Bell, Ford. Mais jusqu'à une dizaine d'années, c'était Bell. On a Vittorio Guliberti, architecte et ingénieur naval, qui a inventé, il y a des articles sur James Magazine, le monocalibre, la Dreadnought. Il l'avait proposé à l'état-major de la marine italienne. Mais ils n'avaient pas le budget pour le faire. Et les Anglais l'ont pris. Et ils ont fait la Dreadnought, sur la base des dessins, des projets de messieurs du commandant Guliberti. On avait le radar dans les années 30. Il y avait un centre de recherche à l'Académie navale qui avait créé le radar OWL, l'IBU. Mais on avait eu aussi des budgetary cuts, des coupures budgétaires en 1941, ils ont bloqué ça. Et je pourrais continuer avec tout ce potentiel, pas bien exploité par le gouvernement, les personnes qui étaient intéressées de le faire, mais ça serait trop long. Bon. En
ayant dit ça, et en ayant mentionné Trafalgar, la bataille du 21 octobre 1805, c'est bien dire que les Anglais auraient aimé repliquer le jour de Trafalgar l'attaque sur Taron. C'est-à-dire la vraie date pour l'opération Judgment, qui était une petite opération, dans le cadre d'une plus grande opération, aurait dû avoir lieu le 21 octobre 1940. Pour honorer, pour rappeler au monde qu'ils auraient pu répéter l'exploit de Trafalgar. Et ça, c'était le désir de l'amiral Cunningham, le chef de la flotte de la Méditerranée à l'époque. Mais à cause de la météo pas très favorable, la date fut remise à la nuit du 11 novembre, entre 11h, 23h du 11 et midi 30 du 12. Judgment était une portion de l'opération MB8 et devait faire perdre à la Regia Marina italienne, la marine royale italienne, sa position de suprématie dans la Méditerranée après la sortie de la flotte française dans la guerre pendant l'été. De plus, la marine anglaise voulait montrer le rôle fondamental de l'aviation navale, le Fleet Air Arm, vis-à-vis celui de la Royal Air Force, RAF, armée de l'air anglaise, et rétablir la suprématie de la marine anglaise dans la Méditerranée. Pourquoi Tarente est important? Parce que ça représente une espèce de preuve générale pour ce qui se passera à peu près une année après à Pearl Harbor, le 7 décembre. Ça dépend si vous êtes sur la côte est ou ouest, mais les Américains gardent le 7 et pas le 6. Grâce à cette opération, après le 11 novembre 1940, on sera témoin d'une impulsion exponentielle dans le développement des porte-avions au porte-avions et de leur stratégie en tant que plateforme de la force de projection du pays. Tarente deviendra un cas d'étude. Et de cette leçon, les Japonais, surtout la marine impériale japonaise, qui était sur place le jour après et dans les jours suivant l'attaque, en tireront une leçon importante afin de planifier l'attaque sur Pearl Harbor, qui avait les mêmes, le port de Pearl Harbor, qui avait les mêmes caractéristiques de Tarente, c'est-à-dire il y avait une grande concentration de cuirassés et quelques portes à aéronefs dans des eaux peu profondes, shallow waters. En ce qui concerne l'opération elle-même, on a toujours voulu simplifier avec une certaine naïveté dans la vulgarisation de l'attaque le fait qu'ils avaient des avions très vieux, le Fairey Swordfish. Mais les pilotes appréciaient cet avion parce que c'était un multirôle, comme torpilleur, comme avion de reconnaissance, très maniable, même si très lent, et surtout avait une structure en bois et en matériel textile, en tissu, qui pouvait bien supporter les coups de feu de l'artillerie sans changer trop au niveau de route. C'est-à-dire, ce que les autres voyaient comme des défauts, les pilotes qui étaient prêts à se lancer dans ces deux vagues d'attaque, de considérer des avantages, des atouts. Cette nuit, à la place de deux porte-avions, Eagle et l'Astrus, seulement un porte-avions fut employé. L'Astrus était un porte-avions fortifié ou enhanced. Et ils purent lancer deux vagues d'attaque à 23 heures avec 12 Swordfish et à peu près après minuit, minuit 30 avec 9 Swordfish. La chose qui étonne, et de là on a eu plusieurs histoires presque au niveau de romans, c'est que seulement 2 avions furent perdus. Sur 21, ou mieux 20, parce qu'un avion a eu des problèmes techniques sur la piste d'atterrissage, sur 20 avions, un fut abattu avec la perte de 2 pilotes, le pilote et l'observer, et l'autre fut abattu, mais le commandant, Williamson, put être capturé et emprisonné. À la fin,
2 avions sur vent, c'est 10%. Et ça, c'était dans les calculs de Cunningham et des autres amiraux qui avaient planifié l'attaque sur Tarente. C'est incroyable comme les données statistiques étaient précises de cette attaque. Pour chance, pour précision, je ne sais pas. Par chance, pour précision, je ne sais pas. Les vents avions avaient au niveau d'armement moitié des torpilles et moitié des bombes traditionnelles. Et l'objectif principal, ce n'était pas les 3 cuirassés qui ont pu être touchés par les torpilles ou les bombes anglaises. C'était une vingtaine de bateaux torpilleurs de moyenne taille ancrés dans la partie la plus petite du port qui s'appelait Mar Piccolo, la petite mer, et non pas les cuirassés qui étaient dans la grande mer à l'entrée de Tarente. À part quelques dégâts à des navires mineurs, les 3 objectifs principaux furent le Caio Duilio, Conte di Cavour et Littorio. Surtout le dernier, le cuirassé Littorio, était un des plus modernes. Caio Duilio ne pouvait plus être utilisé après 40-41. Conte di Cavour, la même chose, et Littorio eut un problème mineur et pu être réparé. La base de Tarente, et ça c'est juste qui donnait les Anglais, selon leur information, avait plus de 100 batteries de défense, batteries côtières. Plus tous les armes sur la vingtaine de bateaux italiens, la flak sur les bateaux anti-aériens. Plus les ballons de protection, plus les grandes lumières, les lampes qui pouvaient illuminer le ciel de Tarente. Mais en effet, il y avait moins de barrages au niveau de filets, entièrement, moins de lumière, et seulement les 100 batteries côtières étaient en fonction. Et la chose qui a étonné tout le monde, c'était qu'ils ne pouvaient pas toucher plus de 2 avions. Ils n'ont abattu que 2 avions anglais. Cette mission était un succès, mais c'était plutôt sur le plan technique aussi, mais moral, parce qu'ils ont influencé toutes les autres missions dans le futur, y inclus celle de Pearl Harbor. Et Tarente, qui était considérée jusqu'au 11 novembre 1940 une base très protégée, fut déclassée. Et les navires principaux furent envoyés à Naples, où il y avait une autre situation au niveau de protection. À partir de l'11 novembre 1940, le rôle du porte-avions et du porte-avions changea. Et surtout, la marine anglaise et la marine américaine commençaient un renforcement exponentiel de tout ce qui était dans la sphère de l'aviation navale. Et surtout, en Angleterre, ils ont pu exploiter une victoire à l'étranger, c'est-à-dire pour la propagande, mais aussi à l'intérieur pour les conflits entre la Royal Air Force et l'aviation de marine. Et l'aviation de marine a pu avoir un rôle de plus en plus indépendant et autonome vis-à-vis de la Royal Air Force. Ils étaient ensemble au niveau d'avion, avant 1936-37. Les Italiens en ont tiré une leçon concernant la flotte, parce qu'ils ont décidé à partir de 1940 de construire 2 porte-avions neufs. Mais malheureusement, elles étaient encore à La Spezia en 1943, juste après l'armistice. Ils n'ont jamais pu construire de porte-avions, que le hull, sorry. Et pour conclure, je pense que la partie
l'influence de la marine, de l'aviation de marine, était même plus importante de la victoire elle-même. Parce que c'est vraiment le début d'une nouvelle ère pour l'aviation de marine après la victoire de Taran. Merci.